Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Et l'information sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est bien sûr la condamnation de Marine Le Pen, lundi 31 mars, à 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire de la peine, c'est-à-dire immédiate, là où habituellement la peine est suspendue le temps du procès en appel. Une décision de justice qui, si les choses en restent là, prive de fait l'une des principales prétendantes à la présidence de la République de toute possibilité de se présenter devant les Français en 2027 ou en cas d'élection anticipée. Une décision qui surtout prend un sens très particulier dans le contexte actuel, caractérisé par une crise majeure de la représentation à l'échelon national, en même temps que par une crispation des institutions européennes face à une recomposition géopolitique mondiale menaçant jusqu'à leur existence même. Comprendre cela, c'est donc ce que nous allons tenter de faire ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du Fil d'Actu, dans laquelle nous irons encore une fois un peu plus au fond des choses que 99% des médias existants. Aussi, si notre réflexion vous semble intéressante, nous vous inviterons en fin d'émission, si vous le souhaitez, à soutenir notre chaîne à hauteur de quelques euros par mois via le lien de financement participatif Tipeee, qui se trouve en dessous de cette vidéo, car nous sommes un média 100% indépendant qui ne vit que de la générosité de son public. D'ici là, place justement à la réflexion et à l'analyse. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que Marine Le Pen a fait 23% à l'élection présidentielle. Ce serait aujourd'hui, si on votait aujourd'hui, et encore une fois ce n'est pas le cas, ce serait la seule force politique à progresser autant. Ça veut dire qu'aux européennes, au premier tour des législatives ou aujourd'hui dans les enquêtes, 3 personnes sur 10 qui ont été votées ou qui disent qu'elles vont aller voter, disent qu'elles choisiraient le Rassemblement national. Ça leur donne une avance considérable pour le premier tour. Non seulement le bloc central n'est pas mort, mais dans l'état actuel du rapport de force, son candidat serait qualifié pour affronter celui du Rassemblement national, même schéma de second tour que pour les 2 présidentielles précédentes. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les autres enquêtes que nous avons réalisées cette semaine pour BFM TV, notamment qui jugeaient de la condamnation, on voit bien que cet électorat RN, il est, j'allais dire, ce bloc, il est inaltérable. Et c'est un atout pour le Rassemblement national. Il est fidèle à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Il est fidèle aussi et il soutient l'attaque contre les juges en grande partie. Une analyse qui ne s'attardera pas, vous vous en doutez, sur les aspects purement juridiques de l'affaire. Marine Le Pen est-elle coupable de ce dont on l'accuse, avoir détourné l'argent du Parlement européen en faisant travailler ses assistants parlementaires sur des dossiers de politique nationale? La culpabilité prononcée par les juges justifie-t-elle la peine? L'exécution provisoire est-elle légale ou non? De tout cela, nous ne parlerons pas ici. Et si ce sont là les questions qui vous intéressent, nous ne saurions que trop vous conseiller de passer votre chemin. Au Fil d'Actu, nous ne sommes pas juristes. Surtout, nous sommes convaincus que le droit est en premier lieu le reflet des rapports de force qui fondent l'ordre social et qu'il est donc fondamentalement politique. Et à plus forte raison, dans les périodes où l'ordre social dont il est l'émanation est en train de trembler sur ses bases. À plus forte raison encore, quand les personnes qu'il cible apparaissaient comme à même, sans son opportune utilisation, de s'emparer des rênes de l'État à brève échéance. Ici, c'est donc bien de politique qu'il sera, comme toujours, question. Car de fait, indépendamment de ce que l'on peut penser d'elle, nous y reviendrons, c'est bien avec Marine Le Pen une personnalité politique de tout premier plan qui pointait encore, dans des sondages réalisés quelques jours avant sa condamnation, autour de 35% d'intention de vote, très loin devant tous ses adversaires dans la perspective du premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Une personnalité que d'aucuns présentaient déjà comme la probable future présidente de la République, qui se retrouve ainsi purement et simplement empêchée de soumettre son nom au suffrage des Français. Un événement, à notre connaissance, sans précédent dans notre pays, et d'autant plus significatif qu'il intervient dans un moment très particulier de notre histoire, où la stabilité institutionnelle qui caractérisait la Ve République a, depuis 2022, et l'échec des politiques à former une majorité absolue à l'Assemblée, et plus encore depuis la dissolution de l'été 2024, définitivement volé en éclats. Or, dans ce contexte, il se trouve que Marine Le Pen n'est pas n'importe quelle présidentiable. Vous le savez, durant des décennies, la vie politique française s'est résumée à une longue alternance entre partis de gouvernement mettant en œuvre peu ou prou la même politique. Une politique fondée sur l'ouverture de notre économie aux 4 vents de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes,
facteur de paupérisation, et sur son corollaire, l'usage d'un État redistributeur destiné à pallier certains aspects de cette paupérisation. Tout cela pour le plus grand profit des véritables maîtres du jeu, les détenteurs du capital financier, des titres de propriété, des moyens de produire la richesse, mais aussi de tous leurs laquais, parasites, trouvant dans ce système bien rodé un moyen ou un autre de prendre leur part sur la richesse globale, sous forme de subventions publiques ou de rentes privées, au détriment de ceux qui la produisent. Un modèle fondé sur le pillage, qui, en 50 ans, a vidé la nation de ses capacités de création de richesse, mis ses producteurs sur la paille et semble désormais avoir atteint ses limites. Nous n'allons pas plus développer la question ici, car c'est la thèse centrale qu'au fil d'actu et sur ma chaîne personnelle, nous défendons depuis maintenant plusieurs années. Nous l'avons déjà développée à de nombreuses reprises, et c'est également la thèse qui est au cœur de mon livre « Il est venu le temps des producteurs », et si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous le procurer sur le site des éditions du fil d'actu, dont vous trouverez aussi le lien en description sous cette vidéo. Mais pour revenir à l'alternance entre partis de gouvernement de ces dernières décennies, avec un coup le parti insistant sur la nécessité d'ouvrir l'économie, le suivant sur celui faisant la part belle à la redistribution, et ce jusqu'à ce que Macron opère la synthèse entre ces deux tendances, dans un contexte où ne restait pourtant plus grand-chose à redistribuer. Le fait est que Marine Le Pen n'en est nullement l'héritière de ce système. Au contraire, c'est en renvoyant les partis de gouvernement dos à dos, en dénonçant les conséquences du modèle auquel ils s'étaient tous ralliés, en se posant comme l'incarnation de la rupture avec ce modèle, comme la candidate de l'alternative et non de l'alternance, que Marine Le Pen a pris une place prépondérante dans la vie politique française. Cette place, elle ne la doit donc pas au hasard, mais au fait que la posture, qui est la sienne, a réussi ces dernières années à lui rallier énormément de soutien, et tout particulièrement, on s'en doute, parmi le groupe social qui, dans ce pays, produit la richesse. C'est l'un des grands titres de l'actualité sur Europe 1. Notre sondage réalisé par l'IFOP, il concerne les futures européennes. Et le constat, on l'a dit dans le journal, c'est que les ouvriers se tourneraient vers le FN. La liste de Florian Philippot dans le Grand Est recueillerait 55% si l'on compte uniquement les ouvriers. C'est un chiffre spectaculaire. Il ne faut pas oublier que ces élections sont des élections européennes. Élections au cours desquelles on va beaucoup parler de protectionnisme, protection aux frontières de la France, protection aux frontières de l'Europe. Et ces thèmes de la protection, de la défense d'un modèle français parlent à nombre des électeurs, et en particulier des électeurs issus des milieux populaires, des ouvriers, de ce Grand Est d'ailleurs comme dans d'autres régions, parce que je suis sûr que dans les sondages à venir dans d'autres régions, on va avoir exactement le même, bien sûr, le même tremblement de terre que celui auquel on assiste dans le Grand Est. C'est tout de même le terrain des fractures industrielles. Il ne faut pas oublier qu'il y a là la Lorraine, l'ancienne Lorraine sidérurgique. Il y a des bassins d'emploi qui ont été profondément perturbés, entamés par le passage de la société industrielle à la société post-industrielle. Et on voit que... Et des promesses d'ailleurs de reconversion qui n'ont pas été tenues. Bien sûr, les promesses qui n'ont pas été tenues. Et ça, c'est absolument délétère. Cette réalité, vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous en réjouir. Ici même, au fil d'actu, nous avons régulièrement souligné les faiblesses du projet politique de Marine Le Pen. Un projet fondé sur une prise en compte extrêmement partielle des problèmes structurels qui touchent notre pays et dont la mise en œuvre ne saurait en conséquence régler ces problèmes. Trop souvent, Marine Le Pen se borne à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à relayer les colères de ceux qui, privés de représentation médiatique invisibles aux yeux des autres politiques, n'ont que leur bulletin de vote pour s'exprimer, mais redresser un pays en crise est un tout autre exercice, et il est permis de douter fortement des capacités de Madame Le Pen à le mener à bien. Mais quoi qu'il en soit, dans le paysage politique qui est le nôtre, Marine Le Pen n'en demeure pas moins la candidate pour laquelle votent en majorité ceux qui font tenir le pays debout. D'abord, les ouvriers, et ensuite les artisans, les agriculteurs, les indépendants et tous les employés, commerçants et petits patrons dont l'emploi découle directement du maintien d'un secteur productif sur l'ensemble du territoire. C'est un fait que chaque étude d'opinion, chaque sondage sorti des urnes confirme plus sûrement année après année, n'en déplaise à tous ceux qui, dans le sillage de Thomas Piketty et Julia Cagé, universitaires apôtres de la désindustrialisation reconvertis en sociologues du vote populaire, s'évertuent à nier cette évidence en additionnant tant bien que mal des choux et des carottes, et qui, n'en doutons pas, seront encore nombreux à venir faire montre de leur talent d'équilibriste en commentaire sous cette vidéo. Or, c'est bel et bien cette candidate, Marine Le Pen, celle qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir, on le redit, sur une promesse de rupture,
et du fait du vote spécifique de ce qu'il convient d'appeler les forces vives de la nation, ses producteurs, et dans une moindre mesure l'ensemble des travailleurs actifs, là où retraités, étudiants et gagnants de la mondialisation ont plutôt tendance à rallier la Macronie, qui vient d'être purement et simplement exclu de la course à la présidence. Et ce, encore une fois, dans un contexte où l'organisation sociale sur laquelle les partis de gouvernement ont prospéré depuis 50 ans montre chaque jour un peu plus les signes de son effondrement imminent. En cela, ce n'est pas uniquement Marine Le Pen qui, le 31 mars, a été condamnée par la justice. Ce sont de fait tous ces électeurs potentiels qui se retrouvent condamnés à ne pas pouvoir voter comme ils l'entendent, soit des millions de personnes, celles-là même qui, par leur travail, portent la France à bout de bras, sont en première ligne depuis des années face aux méfaits de la mondialisation, subissent le mépris de toute la caste médiatico-culturelle et aspirent désormais à changer les règles du jeu, et qui se retrouvent, d'un coup, privés de la représentation politique qu'ils s'étaient choisie sur simple décision d'un tribunal. Et le camp du RN se retrouve face à un juge qui est membre de ce syndicat-là. Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui, quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous. Parce que vous menacez ces institutions-là. Donc c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe démocratique que de ne pas vouloir que vous arririez au pouvoir. La réponse là-dessus, Laure Lavalette. Voilà. La réponse, Laure Lavalette. On ne peut même pas s'excuser de ça. Nous sommes attachés, il n'y a pas de déni de démocratie. Marine Le Pen n'est pas empêchée d'être présidente, elle est empêchée d'être candidate. Elle n'aurait pas forcément été présidente. Il y a un petit lien de cause à effet, si vous permettez quand même. Je tiens à vous rappeler quand même Politiquement, le message est donc on ne peut plus clair. Et pour tout dire, il serait sans doute moins préoccupant si nous n'étions pas dans un moment particulier où, dans toute l'Europe, la démocratie semble reculer, à chaque fois au nom de sa préservation et de la notion d'état de droit. Et il se trouve que par un curieux hasard, ceux qui en font les frais sont au sein de l'Union européenne assez systématiquement ceux qui pourraient mettre un coup d'arrêt à l'application des grandes orientations économiques et politiques voulues par ces institutions et à ses frontières, ceux qui pourraient faire obstacle à son élargissement. Ainsi, en octobre dernier, nous vous avions parlé des élections législatives en Géorgie, qui s'étaient soldées par la victoire d'une force politique opposée à l'adhésion du pays à l'Union européenne, et des élections présidentielles en Moldavie, où à l'inverse, c'était une coalition pro-UE qui avait gagné, grâce principalement à la diaspora moldave disséminée en Europe, les Moldaves de Moldavie ayant, eux, largement placé en tête l'opposant à la présidente élue, et la diaspora établie en Russie ne s'étant pas vue offerte par les organisateurs de l'élection la possibilité de voter, et ce, seulement 10 jours après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se soit rendue en personne à Chisinau, la capitale du pays, pour promettre 1,8 milliard d'euros d'aide exceptionnelle au développement au titre de l'amitié moldavo-européenne. Eu încurajez cetățenii moldoveni să facă uz de acest vot și să-și exprime libera alegere. Voi, moldovenii, sunteți cei care decideți. Este alegerea suverană a voastră. Ce să faceți cu țara dumneavoastră? Nimeni nu poate interveni în această alegere. Vom investi 1,8 miliarde de euro în economia voastră în următorii 3 ani. Vom construi 2 spitale. Noi vom investi în mai multe conexiuni. Eh bien depuis, dans les deux pays, les choses n'en sont pas restées là. En Géorgie, la présidente pro-UE sur le départ, une ancienne diplomate française à Washington et à Bruxelles, vous avez bien entendu, a tout simplement refusé de reconnaître le résultat des urnes et la légitimité du nouveau Parlement, considérant que les élections auraient été truquées par le voisin russe et continue depuis lors de se considérer, malgré son éviction, comme la seule véritable dirigeante du pays. En parallèle, ses partisans, soutenus par un ensemble d'organisations non gouvernementales financées par l'Union européenne, ses États membres et nombre de fondations privées, descendaient dans la rue pour tenter de faire, purement et simplement, annuler les élections. Depuis, le pays est au bord de la guerre civile. Le Parlement européen, lui, a adopté une résolution de non-reconnaissance du gouvernement élu et de sanctions contre ses membres et réitéré son soutien à la présidente sortante. Tout cela, bien sûr, au nom de la démocratie et de l'état de droit. Nous sommes face à des élections volées et à un Parlement illégitime qui ne peut élire qu'un gouvernement illégitime et un président illégitime.
Le 14 décembre, l'ancien footballeur Mikhail Kavelashvili, soutenu par Rêve géorgien, est élu président par un collège électoral restreint après un changement dans la Constitution. Salomé Zourabichvili ne reconnaît pas son successeur et compte rester au pouvoir. Pro-occidentaux, ils partagent tous le même rêve, joindre l'Union européenne et peut-être aussi l'OTAN, qui est vue comme un gage de sécurité face à une Russie menaçante. Salomé Zourabichvili, la présidente pro-européenne, appelle ses concitoyens à descendre dans les rues. À commencer par Washington, qui demande une enquête. Nous nous associons aux appels lancés par les observateurs internationaux et locaux. They have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated. Georgians, like all Europeans, must be the masters of their own destiny. En plus, nous sommes situés à un carrefour important pour le monde entier. Alors pourquoi on exerce autant de pression sur nous? D'ici, on peut bombarder la Russie et l'Iran. Et c'est bien là tout l'enjeu. Ils se fichent de la Géorgie en tant que pays. Nous ne représentons qu'une rampe de lancement pour leurs missiles. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde comprend bien que si l'OTAN arrive chez nous, ce serait totalement inacceptable pour la Russie. J'ai pas envie de me frotter à la Russie, mais ils me font pas peur. C'est plutôt ceux qui s'opposent aux Russes qui devraient avoir peur. En Moldavie, rien de tel, bien sûr. La présidente élue étant politiquement et économiquement en phase avec la Commission européenne. Pour autant, l'élection n'a pas fait que des heureux, notamment dans toutes les provinces autonomes du pays, à majorité turcophone ou russophone, opposées de façon écrasante à une intégration européenne n'ayant pour elle pas le moindre sens. C'est dans ce contexte particulier que la gouverneure de Gagaouzie, l'une de ses provinces, a fait part en février de son aspiration à la tenue d'un référendum d'autodétermination, en vue d'obtenir l'indépendance de sa province. Mais fort opportunément, un mois à peine plus tard, cette personne se voyait accusée par la justice d'avoir financé illégalement sa campagne, ayant mené à son élection, et dans la foulée, arrêtée et placée en détention. À n'en pas douter, une mesure nécessaire à la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit. Vreau să reamintesc încă o dată că pe 18 iulie 2023, cu o zi înainte de inaugurare, am fost chemată la Procuratura Anticorupție, unde doamna Dragalin și domnul Pelivan mi-au propus să renunț la mandatul care urma să fie confirmat a doua zi, în schimbul retragerii acuzațiilor. Am refuzat această propunere. Sunt convinsă că atunci când doamna Dragalin a declarat că a fost supusă presiunilor din partea autorităților, inclusiv ale președintelui, premierului și președintelui Parlamentului, una dintre aceste presiuni a fost să deschidă un dosar penal, iar noi să ajungem în fața instanței. Sper că acum, când nu mai deține nicio funcție publică, atât ea cât și domnul Pelivan vor ieși și vor spune adevărul. Pour autant, si les cas moldaves et géorgiens peuvent interpeller, les faits les plus troublants restent sans conteste ceux qui se sont déroulés ces derniers mois en Roumanie, 6e pays le plus peuplé de l'Union européenne, dont il est devenu membre en 2007. Initialement, les élections présidentielles roumaines devaient se tenir les 24 novembre et 8 décembre 2024 et suivre un scénario mis en évidence dans tous les sondages. La qualification au second tour du Premier ministre en exercice, progressiste et europhile, et d'un de ses opposants, écrivain, entré en politique en 2019 sur la vague promesse d'une préservation de l'identité roumaine, une sorte d'Éric Zemmour local. Sans surprise, le premier étant supposé battre à plate couture son rival lors du second tour de l'élection. Pourtant, absolument rien ne s'est passé comme prévu. Les deux candidats se retrouvant littéralement pulvérisés par un troisième, Călin Georgescu, encore inconnu du grand public quelques mois auparavant, et ayant fait campagne sur le thème de la souveraineté de la Roumanie, notamment au niveau alimentaire et énergétique, et sur la défense d'une production nationale en rupture avec le tropisme libre-échangiste de ses opposants. Désormais grand favori face à une candidate pro-UE, Georgescu n'aura cependant pas le loisir de se confronter au verdict des urnes, puisque 2 jours avant le second tour, celui-ci s'est retrouvé purement et simplement annulé par la Cour constitutionnelle. J'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne de décembre 2024. Motif de cette annulation, Călin Georgescu aurait bénéficié du soutien de la Russie pour percer sur les réseaux sociaux et menti sur ses comptes de campagne. Dans la foulée, de nouvelles élections sont planifiées pour mai 2025. Des élections auxquelles Georgescu se voit interdit de se présenter par la commission électorale. Entre-temps, celui que tous les sondages donnaient désormais gagnant a été mis en examen sur la base de 6 chefs d'inculpation placés sous contrôle judiciaire
et interdit d'utiliser les réseaux sociaux et de paraître dans les médias. Ici encore, au nom de la démocratie et de l'état de droit. Même si, dans un pays dont nombre d'habitants ont connu la dictature de Ceausescu, on sait à quel point le droit n'est pas nécessairement synonyme de démocratie et peut parfois servir de cadre pour décapiter toute opposition. Chaos en Roumanie. L'ascension politique éclair de Călin Georgescu a été stoppée net ce dimanche 9 mars. Georgescu est soupçonné d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien illicite sur TikTok sur fond de potentielle ingérence russe. We suspect that foreign actors use TikTok to interfere in the Romanian presidential elections. Le populiste d'extrême droite pro-russe a vu sa candidature à la présidentielle de mai rejetée et la décision a suscité l'indignation de ses partisans. Et de violents affrontements ont eu lieu entre manifestants et gendarmes. Noi astăzi suntem să-l susținem pe domnul Georgescu și clasa suveranistă, pentru că noi considerăm că vrem să fim cu Europa, nu avem altă cale, dar nu vrem să stăm cu capul plecat în fața nimănui. Un patriote, un souverain, il aime le pays, il aime le peuple, il veut faire quelque chose pour les Roumains. Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este practic o lovitură de stat oficializată. Georgescu a été inculpé la semaine dernière pour fausse déclaration et incitation à troubler l'ordre constitutionnel. À ce sujet, assez troublants sont d'ailleurs les propos tenus le 9 janvier sur la chaîne RMC par Thierry Breton, tout juste démissionnaire de la Commission européenne, propos selon lesquels les élections allemandes pourraient être annulées à leur tour et le parti AfD, partisan d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne, interdit au cas où il arriverait en tête de scrutin du fait d'ingérences étrangères sur les réseaux sociaux. Attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Une menace non suivie d'effet, dans la mesure où les Allemands, du moins ceux de l'Ouest, ont bien voté et porté à la tête du pays un partisan acharné du libre-échange et de l'UE, par ailleurs ancien président du conseil de surveillance de la filiale allemande du fonds d'investissement américain BlackRock. Ça ne s'invente pas. Néanmoins, difficile, une fois posés tous ces éléments de contexte, de s'enlever de la tête la désagréable sensation que nous assistons là à une dérive autoritaire des tenants de l'Union européenne qui utiliserait le droit comme outil pour neutraliser tous ceux qui pourraient leur mettre des bâtons dans les roues avec l'appui des électeurs, tout en se parant ironiquement des atours de la démocratie. Une tendance qui, lorsqu'elle s'observe ailleurs qu'en Europe et sur la base d'intérêts politiques autres, est pourtant dénoncée avec la plus grande vigueur par les institutions européennes. Un phénomène surtout qui, de la périphérie de l'UE, toucherait désormais jusqu'à son cœur même, ces nations fondatrices, et dont Marine Le Pen pourrait bien apparaître comme la dernière victime en date, en attendant la prochaine. À ce propos, on ne peut à nouveau qu'être troublé par une phrase inscrite en toutes lettres dans le délibéré du dossier, c'est-à-dire dans le texte de 152 pages par lequel le tribunal de Paris justifie la condamnation prononcée. Cette phrase, la voici. L'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination, par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. Que vient faire cette phrase ici? Que peut-elle bien signifier, sinon que, si les positions politiques adoptées par Marine Le Pen avaient été plus favorables aux institutions européennes, les faits lui étant reprochés eussent été moins graves? Encore une fois, le message ici est particulièrement clair, et il est politique. Et pour être honnête, cette fuite en avant au sein de l'Union européenne n'est pas pour nous surprendre ici au fil d'actu. Pourquoi? Parce que l'UE est aujourd'hui menacée de disparition imminente, tout simplement du fait qu'elle a perdu sa raison d'être. Nous l'avons vu dans notre dernière vidéo et nous n'allons pas le réexpliquer ici, le lien de visionnage est disponible en description sous cette vidéo si vous le souhaitez. L'Union européenne n'a été, dès les premiers actes ayant mené à son édification, qu'une construction bureaucratique impulsée par les agents d'influence des États-Unis et destinée à servir les intérêts de leur classe dirigeante, la bourgeoisie financière, plus généralement désignée par métonymie sous le terme de la finance. Et ce, n'en déplaise à Donald Trump, qui le 26 février dernier affirmait que l'UE avait été conçue pour emmerder les États-Unis,
Petite réécriture de l'histoire, le président américain nous y a habitués, assimilable au procédé consistant à accuser son chien d'avoir la rage pour justifier sa mise à mort. Avec la construction européenne, il s'agissait donc, pour les États-Unis, de créer une zone de libre circulation des biens et des capitaux, en même temps qu'un point d'appui dans le cadre de la guerre froide. Encore une fois, nous vous renvoyons à notre dernière vidéo si le sujet vous intéresse. Mais, en portant Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont décidé d'un nouveau compromis entre les intérêts des groupes sociaux qui les composent. Dans le nouveau cadre international que l'Amérique est en train d'instaurer, il se trouve que l'entretien de bonnes relations avec l'Union européenne ne fait plus partie de ses priorités et passe après les bénéfices de différents ordres qu'elle espère réaliser en tordant le bras aux dirigeants des pays européens dans le cadre d'une guerre commerciale. L'histoire nous dira si ce choix permettra aux États-Unis de conserver ou non leur rang de première puissance mondiale, mais en attendant, le fait est que l'UE ne leur sert plus à rien. Cette inutilité nouvelle suffit-elle à annoncer la mort de l'Union européenne? Bien sûr que non. Car de fait, depuis 1957 et la signature du traité de Rome ayant initié son instauration, une entité européenne a bel et bien pris forme. Mais la forme avant tout d'une structure administrative, composée de technocrates, de fonctionnaires, de lobbyistes, bref, de tout un ensemble d'exécutants, d'intendants et de subordonnés, tirant de l'existence de la structure leur raison d'être, mais peu à même de lui donner une autre direction que celle pour laquelle on l'avait conçue. Pourquoi? Parce qu'en près de 70 ans, rien d'autre que cette structure administrative destinée à servir des intérêts économiques n'a véritablement été construit, pouvant donner corps à un éventuel, véritable projet européen autonome. À ce sujet, une anecdote nous a semblé particulièrement parlante. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous savez sans doute qu'il y a quelques années, nous avions été invités à un voyage d'influenceurs à la Commission européenne. À l'époque, nous en avions tiré une vidéo, toujours disponible sur notre chaîne, dans laquelle nous évoquions les aspects les plus marquants de ce voyage. Une chose sur laquelle nous n'avions alors guère insisté parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire, c'est que, dans ce cadre, nous avions rencontré une chargée de communication en ligne du Parlement européen qui, parce que nous étions youtubeurs, était toute fière de nous présenter en exclusivité mondiale le tout nouveau clip destiné à donner envie aux citoyens de tous les États membres de voter pour les élections européennes à venir. Et de nous expliquer en amont quel ressort ce clip utilisait pour donner aux personnes le visionnant le sentiment d'appartenance à une même communauté européenne. Français, Suédois, Roumains, qu'avons-nous en commun pour les communicants de l'UE ? Tout simplement le fait d'être nés. Nous sommes tous nés. Voilà tout ce que cette fonctionnaire avait trouvé comme idée à placer au centre de sa campagne publicitaire. For every child born, there's another reason to shape the changing world around us and make an even better future. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in. Cette vidéo a été faite sur le principe des enfants qui naissent parce que finalement, qu'est-ce qu'on a en commun? On est tous nés. Donc déjà, au moins là-dessus, vous avez quelque chose en commun. Et si vous voulez penser au futur, vous pensez aux enfants et vous pensez à vous en tant qu'enfant, ce que vous vouliez en tant qu'enfant, ce que vous voulez pour la génération à venir, etc., etc. Et pour nous, au fil d'actu, cette petite histoire illustre parfaitement à quel point aujourd'hui les Européens n'ont rien en commun, même pour une personne dont le métier consiste précisément à trouver quelque chose. Comprenons-nous. Toutes les nations sont, d'une manière ou d'une autre, des constructions artificielles, mais des constructions qui se font sur un temps long, basées sur une histoire commune, des institutions, des événements constituants, une culture dominante, des intérêts qui s'articulent, une solidarité nationale qui se met lentement en place, contribuant à développer un même sentiment d'appartenance qui, à un moment, devient suffisamment fort pour que l'idée de communauté nationale ne vole pas en éclats à la première crise. Mais en 70 ans, l'Union européenne a été incapable de cultiver, ni même de créer cela. C'est encore une fois anecdotique, mais même ces billets, ceux d'une monnaie qui ne colle d'ailleurs pas aux frontières de l'Union européenne, au lieu de mettre en avant des personnalités qu'elle aurait en commun, sont littéralement illustrés avec des ponts qui n'existent pas. Pire, au-delà des questions de symboles, les intérêts nationaux, qui durant un temps ont pu donner l'impression de converger, divergent aujourd'hui de manière d'autant plus franche que les choix communs opérés ces dernières décennies au bénéfice de la finance américaine ont grandement fragilisé le contrat social sur lequel chaque nation s'était construite.
Nous le voyons à l'heure actuelle sur toutes les questions de droits de douane, d'endettement commun, de soutien à l'industrie ou à l'agriculture, d'achat de matériel d'armement, sur lesquels les États membres sont incapables de s'accorder. Cette incapacité, l'impasse du projet européen, apparaît même désormais nettement aux yeux des peuples évoluant à la périphérie de l'Europe, sur lesquels le rêve européen exerçait encore une puissante attraction il y a quelques années, après des décennies passées derrière le rideau de fer. Privé de sa tête, abandonné par ses maîtres, incapable de se repenser car tiraillé entre des intérêts nationaux contradictoires, rejeté à ses frontières et accusé en son sein d'avoir causé des ravages, on voit donc mal comment, dans un tel contexte, sauf retournement de situation express à Washington, l'Union européenne pourrait rebondir et représenter autre chose qu'un poids mort. Et pourtant, l'UE ne semble pas encore tout du moins, décidée à accepter son destin. Il faut dire que nous l'avons évoqué, de son existence dépend directement celle de toute une petite classe d'exécutants, de bureaucrates, de consultants, bref de parasites publics et privés qui jouissent aujourd'hui d'un certain nombre de privilèges et qui, assez logiquement, ne tiennent pas à les perdre. Et s'acharnent donc, contre toute logique apparente, à faire tenir le cadavre debout. Et ce, en tout premier lieu, en se raccrochant à l'idée que les pères fondateurs et autres relais idéologiques des États-Unis avaient pris soin de répandre aux premières heures de la construction européenne afin de justifier leur entreprise, sur un continent encore traumatisé par la guerre et marqué par le totalitarisme, l'idée que l'Europe est synonyme de paix et de démocratie. Mais une idée désormais brandie davantage comme une menace que comme une promesse. Si aujourd'hui vous rejetez l'UE, si vous rejetez l'Europe, puisque par un procédé rhétorique grossier mais efficace, l'entité politico-juridique se confond désormais avec le continent géographique, alors vous aurez la dictature et la guerre. La dictature venue des ennemis de l'intérieur, les populistes, fascistes, extrêmes, et la guerre venue des ennemis de l'extérieur, la Russie bien sûr, mais également désormais les méchants américains. Comme si d'ailleurs Ursula von der Leyen et sa commission non élue, Macron ou n'importe quel autre dirigeant incapable de s'assurer une majorité claire au sein de son propre pays au bord de la récession étaient en mesure de faire quoi que ce soit si demain Trump et Poutine décidaient conjointement que nous étions véritablement leurs ennemis. Méditez là-dessus. La peur comme levier pour maintenir en place des institutions de plus en plus rejetées et de plus en plus fragiles, le procédé est au final extrêmement classique et d'une affligeante banalité. Le problème pour les acharnés de l'Union européenne, s'entend, c'est qu'il fonctionne de moins en moins bien au fur et à mesure que les difficultés réelles s'accumulent et viennent contredire les exercices de communication. Le problème, pour nous, citoyens, cette fois, c'est que moins le procédé fonctionne, plus ses artisans sont obligés d'aller loin pour lui donner du poids, au mépris du réel et des risques associés. Au point, sur le plan international, de menacer de guerre une puissance nucléaire. Au point, sur le plan intérieur, de faire annuler des élections ou interdire des candidats pour ne pas risquer de se faire infliger une défaite électorale qui tôt ou tard leur sera fatale. Ironie, l'Europe de la paix et de la démocratie n'a plus guère pour continuer à exister que la fuite en avant guerrière et autoritaire, justifiée toujours et de manière toujours plus absurde par les principes dont elle constitue désormais, aux yeux du monde, la négation. On comprend donc mieux désormais pourquoi l'Union européenne se crispe, pourquoi la démocratie semble à la peine dans nos pays, et au-delà de cela, pourquoi la France, si elle entend survivre aux reconfigurations en cours de l'ordre mondial, a tout intérêt à s'écarter au plus vite de la structure pourrissante qui lui sert aujourd'hui de boulet. L'une des difficultés étant ici que quiconque menace suffisamment aujourd'hui cette structure peut se retrouver immédiatement frappé par elle dans un de ces derniers sursauts d'agonie. Ceci étant, au regard de ce que nous venons de voir, tout laisse penser que ces sursauts ne suffiront pas à empêcher l'inévitable. Reste néanmoins une seconde question, à laquelle manifestement, comme nous l'avons dit, Marine Le Pen, comme tous les autres, semble bien peu à même de répondre. La question de ce qu'il convient de faire une fois largué le boulet des institutions européennes. Car n'en déplaise à certains, la sortie de l'UE n'est pas, et pas plus aujourd'hui qu'hier, un projet politique en soi. Comment la France peut-elle espérer survivre aux recompositions géopolitiques en cours, comme à ses propres faiblesses structurelles? C'est la question sur laquelle nous étions restés à la fin de notre dernière vidéo, et à laquelle nous aurions répondu aujourd'hui si une actualité brûlante nous avait amené à parler d'un autre sujet, au final pas si éloigné que cela, puisqu'il aurait été dans tous les cas question des institutions européennes et de la nécessité de s'en défaire.
Au moins avons-nous désormais évacué cette question, ce qui pourra nous permettre d'aller davantage à l'essentiel dans notre prochain Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. En attendant, le Fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à prendre du recul par rapport à l'actualité et à remettre les choses un petit peu en perspective, ou qu'elle vous semble tout simplement digne d'intérêt, que vous adhériez à son propos ou non, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à discuter de son contenu avec votre entourage, ne serait-ce que pour faire vivre le débat démocratique que certains aujourd'hui aimeraient visiblement enterrer. Par ailleurs, si vous jugez que notre travail en vaut la peine, sachez que vous pouvez le soutenir à hauteur de quelques euros par mois via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien se trouve en description sous cette vidéo et s'affiche certainement en ce moment même quelque part sur votre écran. Nous vous le disions en début de vidéo, le Fil d'actu, c'est un média 100% indépendant qui ne vit que du soutien de son public. Nous ne touchons aucune subvention publique, nous ne faisons jamais de publicité, de placement de produits, nous ne sommes financés par aucune société, aucun parti politique et aucun généreux milliardaire. On gagnerait sans doute beaucoup mieux notre vie autrement, mais pour nous, l'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus important, car c'est la clé de notre liberté, la garantie que nous ne roulons pour personne et que nous pouvons développer des analyses que vous n'entendrez nulle part ailleurs, sans avoir de compte à rendre à une quelconque instance supérieure. Et cette possibilité, c'est vous, tous ceux qui avez décidé de devenir tipeurs du Fil d'actu qui nous l'offrez. Et on vous remercie infiniment pour cela. On sait qu'on vous le dit à chaque nouvelle vidéo, mais pour nous, c'est vraiment essentiel. Vous êtes les garants de notre indépendance, on ne l'oublie pas, et c'est votre soutien qui nous engage, vidéo après vidéo, à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, encore une fois, merci. Et si vous n'êtes pas encore tipeur du Fil d'actu et que vous souhaitez vous aussi le devenir et que vous en avez bien sûr les moyens, il n'y a aucune obligation et dans tous les cas, nos vidéos resteront gratuites et accessibles à tout le monde, vous y êtes évidemment chaleureusement invité. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo, de choisir le montant de votre soutien et si vous souhaitez que celui-ci soit récurrent ou non, de vous munir d'un moyen de paiement et de vous laisser guider par la plateforme. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure du Fil d'actu. Pour terminer cette vidéo, je vous rappelle que si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, ou encore vous pouvez en débattre dans la section commentaires en prenant comme toujours le temps de vous écouter. Comme signalé tout à l'heure, je vous rappelle également que mon livre Il est venu le temps des producteurs est à nouveau disponible sur le site des éditions du Fil d'actu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les transformations économiques de ces 50 dernières années qui ont conduit au chaos actuel et d'explorer quelques pistes sur les manières de s'en sortir, je ne saurais que trop vous inciter à en faire l'acquisition, car c'est là ce que je développe sur 350 pages de manière beaucoup plus détaillée qu'il n'est possible de le faire en vidéo. Le lien est disponible en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Enfin, pour être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles publications, pensez à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour un nouveau Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.